Bonsoir à vous, à toutes et à tous. Nous sommes donc le jeudi 21 juillet 2022. C'est un nouveau numéro de votre émission L'Angle Mort. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets politiques, économiques et même sportifs. Ouais, puisque Yassine Mazougué est là, il a des infos concernant la FAF, son programme et des infos à nous fournir. Donc nous allons parler du sport, mais avant tout cela, nous allons parler de nouveaux changements à la direction de la DGDSE, donc renseignement algérien. Il y a le général-major Jamal Kahal Mjdoub, qui est le nouveau directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. On parlera de ces changements avec mes chers invités. Yassine Marzougui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir Yassine Marzougui, merci d'être là. Merci. Tarek Hafid, bonsoir. Merci d'être là. Merci pour l'invitation. Ça commence à pousser les cheveux. Doucement. Ça va. Merci d'être là, messieurs, et à vous aussi, mesdames, messieurs. Merci de nous avoir suivis et d'être fidèles à nous. Nous allons parler aussi du marché publicitaire Yassine Marzougui, de l'évolution de ce marché, un sujet très, très épineux, très sensible. Vous avez des chiffres à nous fournir. Tarek Hafid, vous allez parler aussi d'une loi qui est adoptée dans le dernier Conseil des ministres, qui est le statut de l'auto-entrepreneur. Donc nous allons parler de tous ces détails, mais avant cela, Yassine Marzougui, des changements à la tête. Les Algériens l'appellent DRS. Il y a un changement, mais les Algériens restent toujours, les renseignements algériens, on les appelle toujours le DRS. Oui, c'est des anciennes structures traditionnelles qui ont vu la permutation de deux patrons, celui de la sécurité intérieure et celui de la documentation de la sécurité extérieure. Donc Rachdi la DGDSE et Mjdoub à la tête de la DGSIO. C'est un fonctionnement normal, c'est une permutation. Contrairement aux années passées, cette permutation, ces changements, ces nominations sont rendus publics. Surtout, le plus marquant, c'est quand on voit leur visage. Contrairement aux périodes précédentes. Oui, il y a eu pendant longtemps. Je pense que les gens étaient, d'ailleurs avant DRS, il y avait l'ASM. Donc, toujours eu beaucoup de mystères autour des services de sécurité algériens qui proviennent, en fait, toutes ces structures proviennent du MALG déjà à l'époque. La culture du secret a toujours été très présente au sein de l'appareil sécuritaire algérien. Celui qui a, à mon avis, c'est évident, entretenu ce culte, je vais dire plutôt cette tradition, c'est une tradition. C'est une tradition qui s'est installée. Ensuite, alors, le premier, je pense, où il y a eu un peu cette cassure, ça a été avec Tartag, où on a commencé quand même à mettre un visage sur un des patrons de la sécurité, au moment où il était coordinateur. Et puis là, maintenant, effectivement, la passation de consignes s'est faite au ministère de la Défense, avec des photos, des vidéos, et puis voilà. Non, avec Tartag, c'était une expérience exceptionnelle, du moment qu'il était civil, voilà. Tout à fait. Et nommé comme conseiller du président de la République en charge de la coordination des services de sécurité. Ouais. Il y a beaucoup de changements, Yassine Marzougui. On n'a plus maintenant un seul service. Avant, il y avait le général Toufir Dok Mohamed Boumdiene, ensuite Tartag, c'est-à-dire un seul homme, une seule direction, la direction de renseignement et DRS appelée auparavant. Maintenant, il y a plusieurs directions, apparemment 3 directions. On peut parler tranquillement du renseignement, Yassine Marzougui. D'accord, allons-y. Au Yahya, une fois, on lui a posé la question quand il était, je crois, Premier ministre. Premier ministre, il a évoqué toutes les directions, l'intérieur, l'extérieur, technique, la DGSPP. Donc tout ça, ça a été fait dans la transparence. Il n'y a rien à cacher.
Mais maintenant, on n'a pas une seule direction, donc plusieurs directions. On ne peut pas avoir le chef On n'a pas un seul de DRS département maintenant. comme Oui. avant avec des directions. Maintenant, Il y avait un département et une et direction. plusieurs directions. D'accord. Maintenant, il y a les directions qui sont rattachées directement au ministre de la Défense. D'accord. Je rappelle seulement que le général-major donc Mjdoub Jamal Khal, il était ex-directeur général de la sécurité de la protection présidentielle, la DGSPP. Il a été condamné donc à 3 ans de prison ferme en 2015. La Bon, fameuse je- histoire de Zeralda. Zeralda, oui. شوف وقت بوتفليقة il y avait un problème pour gérer la sécurité présidentielle. Sadak ما قدرش يخدمها. Il n'a pas pu travailler correctement. Sadarki. Général Sadak, qui était à la tête de... C'est son ami, Sadak. C'est un ami. Donc, علاش il y avait le parasitage de Saïd. Chaque fois, il fait un dispositif, il dit Saïd, à la fin, il dit non, tout changer. Il s'adressait directement aux officiers. Donc, je crois que Dans la résidence, à l'intérieur de la à résidence. l'intérieur, ou là, il y a des Même activités. voilà, toutes les activités. D'accord. Ouais. Mejdoub, je pense qu'il a été victime de ça. D'ailleurs, pourquoi? Victime de Saïd, Oui, Saïd Bouteflika. Saïd est Des consciences. وصحاب النميمة. Donc, il y a eu une erreur. C'est admis qu'il y a eu coup de feu à Zeralda. Oui. Pourquoi sanctionner le chef de la sécurité présidentielle et le condamner de cette façon? Hagra. Je pense que le président Tibboune a bien fait de rappeler ses victimes. Donc il n'a pas été seulement viré, mais complètement emprisonné. Non, il n'a pas fait de la prison. En première Il a été instance, condamné, oui, à 3 ans. En première instance, il a été vraiment, c'est un cas de Hagra. C'est bien que la justice soit rétablie. Et c'est un gars très compétent, c'est connu. Donc pourquoi tirer sur les compétences? On va donc le radar. Donc c'est une bonne chose que le général-major prenne l'offre. La sécurité intérieure. Ouais. Comme c'est une direction très très sensible, Yassine Mazoui. C'est l'intérieur. Toutes sont C'est l'équivalent du DRS avant, c'est-à-dire Non, non. il a presque toutes les... Toutes les structures sont sensibles. D'accord. Toutes les structures. Donc, on ne va pas s'amuser avec ces histoires-là. D'accord. C'est un retour de beaucoup de... Pas beaucoup, mais quelques généraux qui étaient, selon Yassine Mazougui, ont subi la Hogra durant l'ère Bouteflika, font le retour maintenant. C'est en fait, depuis quelques années, on voit que il y a certains officiers supérieurs qui ont été mis à la retraite et à qui on a fait appel à eux donc une seconde fois. Il y a Ken Oua, Ken Mahfoud. Il y en a certains, beaucoup. voilà. Nasser, général, Voilà, qui a Nasser. accédé au grade de général cette à fait. fois-ci. Nasser. Il était jeune, donc il était jeune, il était plein d'énergie, totalement dévoué à son travail. Et puis on décide comme ça. Je crois qu'il y a eu un moment, une chasse aux sorcières quasiment Voilà. au sein des services, en tout cas de certaines structures, surtout qui ont été chargées de la lutte antiterroriste. Ouais. Il y a eu une chasse aux sorcières, il y a eu des personnes qui ont été mises carrément à la porte pour des raisons X. Il semblerait que ça avait coïncidé pratiquement avec la période de cette fameuse loi de la réconciliation. En tout cas, il y a eu, à partir de 2004, énormément de... C'était Saïd Non, ou- non, c'était de 2015. C'était à partir de 2015. Je parle même avant. Oui. Ouais. Donc ils ont créé le vide. 2015, la date, c'était septembre 2015, la date que Général Toufik a été démis de ses fonctions ou bien poussé à la retraite. on va Admis dire. à la retraite. Admis à la retraite. Mais avant ça, il y avait des purges. Il y avait beaucoup de purges. Donc c'est bien Il y avait que... le général Hassan, je crois, avant. Oui, Hassan emprisonné. Je continue. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui ont été admis à la retraite. Est-ce que ça peut... Il y avait
une sorte, selon Talhafi, une sorte de paranoïa, une sorte de chasse aux sorciers. Est-ce que ça peut ne pas se produire actuellement? Non. Pourquoi Yassine Mazoui? C'est sûr, non. Pourquoi? Parce que tu as des gens sages à la tête de l'État. Tu as des gens sages. Ils pensent à l'État, pas aux intérêts personnels. Donc c'est ça ce qui a changé. D'accord. Merci Yassine Mazougui. Talhafi, vous pouvez ajouter quelque chose? Peut-être on n'aura pas l'occasion d'en parler du service de renseignement. Alors profite. Non, je pense qu'il est important maintenant de pouvoir parler des services de renseignement, de l'armée. L'armée parle d'elle-même. Ouais. Je ne vois pas pourquoi nous, en tant que citoyens, on parle de C'est un communiqué du ministère de la Défense. Moi, j'ai aimé que ces changements à la tête des services de renseignement, réputés énigmatiques, tout se passe en catimini, maintenant, ça se passe en toute transparence. D'une période où, il me semble, entre 2003 et 2005, où il y a eu une ouverture très très importante. Et cette ouverture a eu lieu à travers le Sénat. À l'époque, il y avait le colonel Atrache qui était à la tête de la commission de défense, de la commission de défense du Sénat, et ils avaient organisé des journées d'études parlementaires sur la défense qui étaient très intéressantes. Magnifique. C'était en quelle année? C'était entre 2003 et 2004. Il y avait, à l'époque, il y avait Mahfoud qui chapeautait tout ça avec le général qui est devenu général, bien sûr, c'était Djemal Bouzraya, qui font partie de l'élite des services de renseignement algériens et qui ont eux-mêmes été victimes donc, de la purge de 2015. Et il y a eu énormément d'informations, énormément d'ouvertures. Il y a eu des sommités mondiales du domaine de la défense qui sont venues en Algérie. Il y a eu des officiers, des chercheurs qui ont été invités pour parler de différents sujets liés à la défense nationale. Tout ça, malheureusement, a été saboté par, je peux citer le nom, hein, donc même si Doukantou Fallah Rahmou, c'était, à l'époque, c'était Ben Saleh qui avait saboté tout ça. Malheureusement, alors que alors pour l'histoire, l'Atrache avait fait, avec justement ses officiers, ils avaient fait un travail formidable. Les minutes existent toujours, il suffit d'aller au Sénat pour récupérer les minutes en arabe, en français, je crois même en anglais, de toutes tous les travaux, de toutes les conférences qui avaient été données à ce moment-là. Pour l'histoire, Abdelmalek L'Atrache a fait partie de la première commission en 1967 pour rédiger le RSA, le règlement de service dans l'armée, c'est-à-dire la convention collective de l'Askar. Donc, il fallait profiter de toute son expérience au Sénat. Il a fait du bon travail. Et puis, بعد نهار راحت الدولة. رحت نحوس. Je suis parti à la PN pour chercher commission de défense كاع شكون فيها. نسماو لي واحد على كل حال وصاحبنا وحبيبنا وكلش. Mais entrepreneur تاع goudron. Mais il n'y a que ça justement les commissions de défense, alors que c'est nos commissions. Donc, mais s'ils sont élus par le peuple, bon. S'ils sont élus, c'est des députés, donc ils ont le droit d'élus. Chacun dans son domaine. Ouais, il n'y a pas dans les listes des députés sûrement un ex-militaire, c'est pour ça. Non. Les partis politiques peuvent aller vers cette réflexion. Oui. Ouais. On a besoin d'ex-militaires ou la gendarmes ou là. Dans les commissions de défense. Par exemple, oui. Ou alors même des universitaires. Il y a des universitaires qui font des études sur les questions de défense. Oui. Il peut y avoir des députés, mais qui n'importe. Les commissions. À Cherchel, on trouve des enseignants civils. Des enseignants, bien sûr, en civil. Donc, les instituts... C'est dommage parce que ce sont deux commissions, celle du Sénat et celle de l'APN, qui sont très importantes. Simplement, comme toutes les commissions permanentes, que ce soit au Sénat ou à l'APN, c'est une question de business parce que le président de la commission, les présidents de commission ont droit à une berline de luxe, ont droit à une prime en plus, ou malheureusement c'est comme ça. Il n'y a absolument rien qui se fait au niveau des deux chambres du Parlement. Pour clore ce dossier des services de renseignement, est-ce qu'on peut avoir les trois directions, Yassine, vous le connaissez?
3 directions maintenant qui structurent les renseignements algériens. Non, il n'y a pas trop de direction, mais je ne veux pas les évoquer. Vous ne voulez pas, d'accord. Merci. C'est un sujet tabou, comme Karim. Mais tabou. Justement, puisque je suis là. Et j'ai eu un incident avec Karim, donc on va parler des tabous. Vous m'avez promis de casser les tabous, en plus. Je vais casser des des renseignements. non, non, je parle Prochain enterrement, je vais casser. Non, je parle des tabous des services de renseignement. Moi, j'ai aimé ce qui s'est passé le lundi ou mardi, la passation de consignes dans la cérémonie des grades. C'était... J'étais content de voir, par exemple, le colonel Nasser à la télé pour passer au grade général, alors que من قبل les escrocs كامل كل واحد يجيب تصويره تاع واحد ويقول لك هذا هو ناصر. La télé algérienne مسحت لهم فمهم كامل. Donc c'est une bonne chose. C'était facile de le faire finalement. Il fallait le faire, c'est tout. Il fallait penser, c'est tout. Merci Yassine Merzougui, Tarek Hafid. On passera par la économie Tarek Hafid de la dernière loi qui est adoptée ou pas encore Tarek Hafid. Alors elle est passée du auto-entrepreneur. C'est ça? Oui. Alors, il y a eu le dernier Conseil des ministres, plusieurs sujets ont été abordés, notamment donc, la loi de finances complémentaires, donc, qui est une loi, et la loi sur le statut de l'auto-entrepreneur. C'est, à mon avis, dans ce communiqué, on n'a pas assez expliqué ce qu'est cette loi. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore lu. C'est un projet de loi. Oui, c'est un projet de loi, bien sûr, qui sera bientôt présenté, donc la prochaine session de la FLAPN et prochaine session parlementaire. Juste pour expliquer, parce qu'à mon avis, on n'a pas assez expliqué jusqu'à aujourd'hui. Le texte, on me l'a promis, donc je n'ai pas encore vu, mais j'ai quelques éléments. Des exemples très simples. Actuellement, tous les chauffeurs qui travaillent pour les VTC, je ne vais pas citer, vous savez tous, TPS, voilà, qui travaillent. La course. Ou la Koutsa, ou la Hitch. Maintenant, on se met Karim Rahou, ça. Donc, Hadouga, les chauffeurs n'ont pas de statut. Ils ne sont pas reconnus comme tels. D'accord, comme étant cette activité, comme ayant cette activité, ils payent un impôt qui est inscrit dans la loi de finances de 2020, qui est de, il me semble, 2,5% mensuellement sur donc, les activités, sur la recette, mais ils n'ont pas ils n'ont pas de couverture sociale, ils ne sont pas reconnus comme étant des travailleurs. Non, شوف حكيت مع الباترون دو ياسير m'a expliqué. شوف والله واحد لا كومبليكاسيون مع لا كناس parce que en fait, oui, il fait un prélèvement sur les 25% qu'il prend ou là les 20% qu'il prend, il y a une partie parce qu'il a eu un deal avec la CNAS. Il y a une partie qui va à la CNAS. Mais Houma réellement, les chauffeurs ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas reconnus comme étant des assurés. Premièrement, ils ne sont pas reconnus comme étant des assurés. Deuxièmement, il faut comprendre, en Algérie, c'est très strict. Toute activité professionnelle est soumise à obligation de couverture sociale et impôt sur le revenu. Là, actuellement, c'est très flou. Cette loi va permettre de donner un statut de travailleur à des millions de travailleurs qui travaillent actuellement au noir. Je cite les chauffeurs de VTC, les livreurs que l'on voit avec les motos. Oui, aussi. Ils n'ont pas de statut. Ils n'ont pas de statut, ils n'ont pas de couverture sociale, ils ne payent pas d'impôts. Donc, ils travaillent de fait dans l'illégalité. Je donne un autre exemple. Demain, je vais lancer une plateforme où je vais proposer des services, par exemple. Une start-up, on va dire. Start-up ou pas start-up. Une plateforme avec une application, je vais proposer des services, par exemple, tu as besoin d'un plombier, tu vas avoir... Donc, la prestation sera définie à l'avance, le prix, etc. Cette personne aura le statut d'auto-entrepreneur. Le plombier qui viendra
sur la plateforme qui proposera ses services aura le statut d'auto-entrepreneur. Je donne un dernier exemple. Les journalistes freelance. Aussi. Ouais. Les journalistes freelance n'ont pas de statut en réalité. Ils ne sont pas reconnus. La qualité de journaliste freelance est reconnue par un décret, mais simplement, quand on va, si j'ai envie... L'arsenal juridique ne suit pas. Ne suit pas. Donc là, je pourrais être, moi qui suis journaliste freelance, je pourrais être auto-entrepreneur, c'est-à-dire que je pourrais facturer à mes prestations à des médias et je paierai en même temps des impôts et j'aurai une couverture sociale. Donc, à mon avis, cette loi, on n'a pas assez expliqué aux gens les intérêts. Peut-être aussi qu'il va y avoir des problèmes. Parce que tout ça déjà est mentionné dans ce projet de loi puisqu'il n'est pas encore... c'est tout ça justement pris en charge. C'est ça. C'est destiné à cette catégorie. destiné à ça. C'est destiné à ça. Et puis en Algérie, pour une loi comme ça, c'est simple. Il suffit d'aller voir ce qui s'est fait à l'étranger, ailleurs, et on adapte ici à la réalité algérienne. Yassine Merzouga, est-ce qu'on peut trouver vraiment des solutions? Est-ce que le gouvernement peut vraiment ou voudra, parce que c'est une question de volonté politique après tout? Non, il a cité l'exemple à mi-chemin. C'est-à-dire que tu es journaliste freelance. Quand tu es payé par l'éditeur, c'est-à-dire le propriétaire du journal, il te paye bien sûr, et il va payer uniquement 10% sur l'ERG. Au lieu de payer 35%. C'est-à-dire payer les 26 plus le reste. Donc il n'y a pas que... Non, ça arrange. Le vide, il arrange les employeurs. Et puis, il y a l'amalgame. Par exemple, on prend un imam. Un imam, il est fonctionnaire au ministère des Affaires religieuses. Il passe à la radio. Il dit « khutba », il khalsouh. Sur la base de quoi il khalsouh? Il a travaillé 10 minutes. Der khutba, der dars. Donc, il est payé. Mais le vide, c'est-à-dire pour les non-salariés, c'est bien qu'il y ait cette loi pour pouvoir couvrir les gens qui ne sont pas salariés ailleurs, qui ne sont pas salariés à plein temps. Donc, quand ils font des prestations limitées, ils peuvent bénéficier, accéder à la couverture sociale. Et c'est devenu un impératif vu le développement d'un nombre important d'applications qui vont permettre... En fait, l'application, c'est quoi? C'est juste la mise en relation. Et la mise en relation... sorte d'intermédiaire. Mais oui, c'est ça. Toutes ces plateformes pour le transport, pour la livraison, il va y en avoir plein, c'est ça. Est-ce qu'on peut dire que c'est un épanouissement ou bien le contraire, ça se complique? C'est une régularisation. C'est une régularisation. Il y a énormément de personnes qui sont en train de travailler au noir. L'État a tout intérêt à le faire parce qu'elle va percevoir de l'impôt. Elle a tout intérêt. Là, maintenant, elle ne perçoit pas d'impôt pour un nombre incalculable. En plus, quand on passe même au-delà, un chauffeur de Yassir, généralement, c'est 20-25 000 dinars par mois. Donc, il est sous là-bas. Je peux te dire que ça peut dépasser très largement. Attends. Les chauffeurs, leur marge. Je parle de la majorité. La majorité perçoit moins de 30 000. Donc, il n'y a rien à payer comme impôt. Donc, les gens me khafouchent. C'est que même à 35 000, qu'est-ce qu'il va payer? Pas grand-chose. Mais l'appréhension, elle va disparaître. Et l'avantage... Un installateur de parabole, par exemple. Le commerçant, il a son registre de commerce, il a son magasin. Donc, tu commandes une parabole, il donne 1000 dinars au gosse qui va installer, ça s'arrête là. Voilà. Il n'y a aucun impôt. Voilà, par la suite, il n'y a aucune couverture sociale, il n'y a rien du tout. Alors que là, si l'installateur de parabole prend le statut d'auto-entrepreneur et qu'il passe par une plateforme de mise en relation, ça va lui permettre, lui, de trouver des clients. Le client, ça va lui permettre d'identifier un professionnel, qui va lui remettre une facture, et à l'État, qui va pouvoir percevoir des impôts, et en même temps, l'auto-entrepreneur aura une protection sociale. D'ailleurs, en Algérie actuellement, la majorité des plombiers et des électriciens qui travaillent en freelance, on va dire entre guillemets,
تلقاهم soit قاعدين soit ils ont un travail ailleurs complètement salarié, un fonctionnaire et le soir il fait son plan B. C'est ça Tarek Hafid. Le soir, il fait son plan B. Voilà, son plan B pour Son subvenir. Plan B ou son plan biais? Non, son plan B. Parce que le plan B, Plan B, c'est non. Pour subvenir à ses besoins. Tarek Hafid et Yassine Merzougi. On en parle maintenant de la FAF, du sport, mais pas tout de suite, Yassine Merzougi. On passe Tarek Hafid. D'accord. Ah, ok. Le sport, c'est vous qui maîtrisez assez bien le sport. Totalement. On va priver Yassine Merzougi de parler de son ami, le nouveau président de la FAF, Merzougi. On se retrouvera, mesdames, messieurs, dans un petit moment pour une deuxième partie.